Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Aujourd'hui, nous recevons François Asselineau, auteur de Lettres des Affranchis. Il va donc nous livrer son analyse de la situation politique et économique post-élection législative. Merci beaucoup François d'être avec nous. Merci à vous. Il y a deux choses que l'on peut retenir de ces élections. Tout d'abord, le taux d'abstention record, donc je rappelle que moins d'un électeur sur deux est allé voter pour désigner son député. Et deuxièmement, le fait qu'aucun des partis politiques ne détient la majorité absolue. Alors François, quelle est la conclusion que l'on peut tirer de cette situation inédite ? Dans une situation de blocage, vous avez raison de souligner le taux d'abstention qui a été au deuxième tour un record de 53,7%. Il faut ajouter à cela les votes blancs, les votes nuls. Il faut y ajouter aussi toutes les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, notamment les étrangers, les personnes qui ne sont pas françaises mais qui vivent en France et qui peuvent participer à des manifestations. Et pareil pour les adolescents, les 15 ans, 16 ans, 17 ans, donc des gens qui, en cas de coup dur, pourraient se manifester. Alors c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous êtes par exemple dans le métro, ou bien vraiment à toute la population, ou dans une foule, il faut vous dire qu'il y a à peu près plus de 6 à 7 personnes sur 10 que vous croisez qui ne sont pas allées voter ou qui ont voté blanc ou nul. C'est quand même très impressionnant. La deuxième chose, c'est que ce qui en découle, c'est que les succès présumés de tel ou tel parti ou les échecs présumés de tel ou tel autre doivent être lus évidemment à l'aune de ce résultat. Par exemple, incontestablement, le plus grand succès de cette élection, c'est celui qu'a obtenu le Rassemblement national, qui est passé de 8 à 89 députés dans un scrutin qui était réputé pour lui être extrêmement défavorable, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais si vous regardez le résultat, Mme Le Pen, enfin son parti, n'a fait que 7, et quelques % des inscrits, ce qui n'est quand même pas un raz-de-marée. Voilà. Donc on a face à cette évolution, donc d'une part une grande abstention, et on a un autre phénomène qui est insuffisamment souligné, je pense, par les analystes, c'est la pulvérisation de la scène politique. Parce qu'on parle beaucoup de la NUP, on parle beaucoup de Ensemble, mais la NUP elle-même est constituée de partis politiques, LFI, le Parti communiste français, le Parti socialiste, du moins qui a passé l'accord avec la NUP, mais qui représente maintenant en effet le PS, et également les Verts. Or, il se trouve que sur ces 4 partis, il y en a 3, LFI, PS et EELV, qui ont déjà dépassé la barre des 15 députés, donc qui peuvent déjà constituer un groupe. Et le Parti communiste français, avec 12 députés, il lui suffit de débaucher 3 députés, comme il l'avait d'ailleurs fait déjà en 2017, qu'il va trouver par exemple chez les régionalistes en Antilles-Guyane ou en Océanie, pour constituer un groupe politique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie de M. Mélenchon, on l'a d'ailleurs vu, elle a explosé le lendemain même de l'élection, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'union de la gauche, mais c'est déjà fini, puisque à peine l'élection passée, on s'est aperçu que les partenaires en question repartent chez eux et constituent un groupe. Pourquoi c'est si important, les groupes à l'Assemblée nationale? Je me permets de le rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément très accoutumés des mœurs politiques et démocratiques en France. C'est que si vous avez plus de 15 députés, vous avez un groupe, vous avez donc du temps de parole, vous avez des moyens humains, financiers, des moyens en temps de parole qui sont sans commune mesure avec le fait de ne pas avoir de groupe. On l'a vu par exemple en 2017, où Mme Le Pen et le RN avaient 8 députés, ils ne formaient pas de groupe, et bien ils n'avaient pratiquement jamais droit à la parole. Ce qui permettait d'ailleurs à certains de dire « mais finalement, elle est députée, elle ne fait rien ». Non, c'est pas ça, c'est qu'elle n'avait pas de temps de parole. Maintenant, le Rassemblement national va avoir un grand groupe, et qui va d'ailleurs, compte tenu de ce que je viens de dire, être le premier groupe d'opposition devant même LFI, ce qui était totalement inattendu. Ce que je viens de dire sur LFI, on le retrouve également sur Ensemble, puisque Ensemble, qui a 245 députés, en réalité, il n'y en a que 166 pour Renaissance, qui est le nouveau nom de En Marche. Il faut se rendre compte qu'En Marche, LREM, en 2017, avait eu 308 députés. Il passe de 308 à 166. Donc c'est un désaveu cinglant. Et donc sur les 245 que fait Renaissance, il y en a quand même donc une partie non négligeable, qui fait 79, et qui manque pour atteindre les 245. Ça veut donc dire que déjà, à l'intérieur même du groupe Ensemble, il va falloir compter avec le MoDem, qui va lui aussi créer un groupe, mais aussi avec Horizon d'Édouard Philippe, qui a lui aussi dépassé la barre des 15 députés et qui va lui aussi créer un groupe. Ça veut donc dire qu'on a affaire à un émiettement général
de la situation. Et donc, ça devient extraordinairement compliqué. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on a l'impression qu'on revient à la 4e République, avec pourtant ce fameux scrutin uninominal majoritaire à 2 tours qui était l'un des apanages de la Ve République, qui était justement ce qui permettait de constituer des majorités solides. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ça? Je pense que c'est parce qu'en fait, les gens ne comprennent plus rien. Les gens sont un peu perdus. En fait, on est devenu un peuple de castors où chacun fait barrage contre un tel ou contre un tel. Il y en a qui font barrage au RN, il y en a qui font barrage à Mélenchon, il y en a qui font barrage à ELV, il y en a qui font barrage aux Républicains. Et à l'intérieur d'ailleurs de chaque sous-groupe, chacun fait des barrages. Donc du coup, les Français ne savent plus très bien pour qui voter. On arrive à cet émiettement de la scène politique. Alors, la conséquence maintenant, elle est bien malin celui qui peut trouver la solution. Parce que la réalité des choses, vous connaissez mes analyses, c'est que de toute façon, la politique française est contrainte, on va en reparler sans doute, mais contrainte par notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et à l'OTAN d'une façon considérable. Justement, donc là, on a l'impression d'avoir des jeux politiciens en fait complètement coupés de l'extrême gravité des événements en cours actuellement. Il y a des gens qui disent Macron n'a qu'à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une plaisanterie. Bien sûr qu'il peut le faire. Mais s'il le fait, il ne pourra plus le refaire avant 1 an après. Puisqu'on ne peut pas dissoudre plus d'une fois par an. Mais là, en l'espèce, ça serait perçu comme une dissolution de convenance qui serait jugée inconvenante par les électeurs qui auraient toute chance de renvoyer à des résultats bien pires. Donc M. Macron ne peut pas, en fait, dissoudre l'Assemblée. Peut-il chasser Mme Borne? Mme Borne, elle est ce qu'elle est, la Première ministre. Tout le monde a compris qu'elle n'a pas grand pouvoir, que c'est surtout une fonctionnaire un petit peu terne et effacée, qui a plutôt serré la vis quand elle avait des fonctions de responsabilité, qui n'est pas très sympathique aux Français, mais qui, malheureusement pour Macron, si j'ose dire, a été élue. Donc il lui est difficile maintenant de la chasser. Mais le problème, c'est qu'elle a été élue tout en étant théoriquement le chef de la majorité qui vient de se ramasser cette bérésina. Donc Macron, il n'a pas de bonne solution. S'il la chasse, on va dire qu'elle est la bouc émissaire, qu'elle n'est restée qu'un mois, donc, ou 1 mois et demi. Donc les féministes, etc., diront c'est parce que c'est une femme, etc. En plus, elle a été élue. En plus, elle n'a pas fait grand-chose. Mais le problème, c'est qu'elle apparaît comme une erreur de casting. Donc moi, si M. Macron la change par ailleurs, il va mettre qui à la place? On sait déjà qu'il avait mis tellement de temps à trouver une première ministre. Qui va-t-il mettre à la place? Alors, en fait, la réalité, c'est que Macron est en fait très isolé. Il se rend compte que finalement, voilà, tout le monde tire à U et à Dia. Et il est aux abois au point qu'il a proposé aujourd'hui même, hier je crois, mais aujourd'hui on le sait aujourd'hui, à M. Roussel du Parti communiste français et à Mme Le Pen d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Alors les bras quand même vous en tombent, parce que je sache, les électeurs de Macron, Macron s'est fait élire sur le thème justement tout sauf le Rassemblement national. En faisant ça, en disant ça, M. Macron s'est tiré je ne sais pas, je ne comprends pas où est-ce qu'il en est. Je pense qu'il a vraiment complètement perdu le sens politique, parce qu'il vient de démolir 50 ans de discours politique, de narratif, comme on dit, qui consistait à dire que le Rassemblement national, c'était l'extrême droite épouvantable, et quasiment que Mme Le Pen, c'était Adolf Hitler en jupon. Donc on a ce discours-là, et puis il suffit d'un dimanche électoral pour que d'un seul coup elle devienne fréquentable et qu'elle entre au gouvernement. Donc le narratif s'effondre, de la même façon que le narratif aussi pour le Parti communiste, qui fait partie de la NUPES. Que je sache, M. Macron et les gens qui étaient avec lui ont fait une campagne en décrivant la NUPES comme des gens totalement irresponsables, et puis on propose d'entrer au gouvernement, dans un gouvernement d'union nationale. Moi, ce que je note en tout cas, c'est qu'il propose au Parti communiste français et au Rassemblement national
d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Moi, j'appelle pas ça un gouvernement d'union nationale. J'appelle ça un gouvernement de sauvetage de l'Union européenne et de l'euro. Rassurez-vous, M. Macron il ne décrochera jamais son téléphone pour me proposer que moi-même et les gens de l'UPR entrent au gouvernement. Parce que nous voulons sortir de ce système. C'est ça qui est très très important à comprendre, c'est qu'il s'agit bien de colmater des brèches sur un édifice qui est celui de l'Union européenne et celui de l'euro qui prennent haut de toutes parts. Et puis je terminerai en disant le dernier point, c'est que Madame Le Pen, Monsieur Roussel ont dit non, semble-t-il. Je vois qu'aux Républicains, ça tire à hu et à dia. Vous avez entre ceux qui disent qu'il faut être intransigeant comme Christian Jacob, par exemple, qui ne veut pas faire d'alliance. Mais en revanche, Madame Vautrin, dont il avait été question pour être Premier ministre, elle se verrait bien de nouveau approchée pour être Premier ministre. Les mêmes angoisses traversent Renaissance, En Marche, puisque je vois qu'il y a En Marche des gens qui disent c'est absolument scandaleux, on peut pas, ils sont en dehors de l'arc républicain, ça c'est ce qu'a dit Véran, mais en revanche Dupond-Moretti, lui il dit qu'on peut faire un bout de chemin avec le Rassemblement national. En réalité, vraiment, on a l'impression que la scène politique française, tout le monde a perdu la tête, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas impossible que M. Macron, parent au plus pressé, fasse du débauchage individuel. Et lorsque vous avez, comme Mme Le Pen, un groupe de 89 députés, c'est beaucoup 89 députés, qui sait si parmi les 89, notamment des gens récemment arrivés au Rassemblement national, ne vont pas être sensibles à l'idée d'aller au gouvernement. De la même façon, à EELV. À EELV, ils ont eu, je crois, 23 députés, ou 22 députés. Il y en a beaucoup qui sont en fait Macron compatibles. Donc il n'est pas exclu, moi je ne tomberais pas du placard si j'apprenais qu'une partie des députés de EELV, pourtant élus dans le cadre de la NUP, rejoignent un gouvernement Macron. Je pense que tout est possible, qu'il y ait Mme Vautrin, en fait que tout se fragmente. Et cette fragmentation, et m'en arrêterai là, elle vient en fait du fait que rien n'est clair dans ces élections. M. Macron n'avait pas de programme présidentiel, ou très peu. Là, il n'a pas de programme législatif, à part le fait de la retraite à 65 ans, et encore, on ne sait même plus s'il est d'accord. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas quels sont les programmes de la plupart des protagonistes sur les sujets les plus fondamentaux dont on va peut-être parler. L'Union européenne, l'euro, l'OTAN, le bruit de botte qui se passe en ce moment en Europe de l'Est, qui est gravissime. J'insiste sur l'extrême gravité de ce qui se passe en Europe de l'Est. Oui, alors effectivement, dans la lettre d'Affranchi, vous abordez souvent le sujet du manque de souveraineté de la France face aux institutions européennes. Est-ce que le résultat des élections va réellement faire une différence ou au contraire, peu importe le résultat, la France de toute façon suivra les grandes orientations politiques de l'Union européenne? Alors, vous avez raison. La Commission européenne, comme elle le fait chaque année, a publié il y a quelques semaines ce qu'elle appelait jadis le rapport sur les grandes orientations des politiques économiques et qui maintenant, ça a pris un nouveau nom, c'est le programme le programme national de réforme, le PNR pour chaque pays, dans un processus dialectique où chaque État est obligé pendant plusieurs mois de proposer à la Commission européenne ou aux fonctionnaires de Bruxelles des mesures allant toujours dans le même objectif, qui est cet objectif qui est poursuivi depuis 1992, excusez du peu, ça fait quand même 30 ans, un objectif de rapprochement des économies de la zone euro pour maintenir la viabilité de l'euro. C'est le fondement de cet article, je crois que c'est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose donc un rapprochement progressif des conditions économiques de chaque pays pour s'assurer que l'euro ne va pas éclater. Or, l'euro se porte mal, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais de fait, la Commission européenne a publié son rapport, et ce rapport indique quoi pour cette année? Il met l'accent sur la réforme des retraites. Ça veut donc bien dire que si la France reste dans l'Union européenne, il va bien falloir d'une façon ou d'une autre faire cette réforme des retraites, et que ceux qui disent non, la réforme des retraites est morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre en choc frontal avec Bruxelles, c'est pas impossible, mais ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait d'ailleurs plusieurs années que Bruxelles demande la réforme des retraites, mais il faudra bien quand même à un moment ou à un autre y arriver. D'ailleurs, il y a déjà eu des réformes de la situation des retraites en France. Le deuxième point que demande la Commission dans ce rapport sur le programme national de réforme, il est très important, il insiste énormément sur les questions d'énergie. En particulier sur des sujets qui sont tout à fait, qui méritent réellement un débat. Par exemple, multiplier les éoliennes.
est-ce que les Français sont d'accord pour avoir des dizaines de milliers d'éoliennes en France? Moi, je demande à voir. Normalement, c'est un peuple qui devrait choisir. La commission de Bruxelles, qui d'ailleurs est largement actionnée, comme vous le savez, par les Allemands, par les forces allemandes, qui ne veulent ni du nucléaire français et qui, en revanche, promeuvent des énergies renouvelables comme les éoliennes, on est sous cette contrainte. La contrainte aussi de la privatisation. Bruxelles insiste sur le fait que les opérateurs d'énergie en France doivent aller de plus en plus vers la privatisation, ce qui place, comme vous le savez, EDF est dans une situation financière critique, hein, d'autant plus qu'en plus le gouvernement essaie de charger EDF avec des nouveaux coûts pour essayer de réduire la facture énergétique des Français en prélevant sur des recettes d'EDF. EDF qui, par ailleurs, est sommé par notre appartenance à l'Union européenne à vendre à prix bradé de l'électricité à ses propres concurrents. Enfin, on marche complètement sur la tête. Hein. Donc ça, c'est aussi dans les grandes orientations des politiques économiques. Hein. Donc il y a cet accent porté sur les énergies renouvelables, avec aussi, bien sûr, le solaire, etc. Comme si, d'ailleurs, au passage, j'insiste là-dessus, comme si ces énergies renouvelables étaient si faciles à mettre en œuvre. Je voudrais insister sur le fait que pour construire des éoliennes, par exemple, il faut avoir des terres rares, or que les terres rares, on les trouve en Chine. Et donc, il y a une absence de réflexion, en fait, géostratégique, géopolitique plus importante, de savoir est-ce que la Chine, qui, comme vous le savez, est alliée de la Russie sur les conflits à l'est de l'Europe, est-ce que la Chine va accepter, aussi volontiers que ça, et pour toujours, de nous vendre des terres rares? Pareil d'ailleurs pour les batteries. Je vois que Mme Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, là, s'est glorifiée, je crois que c'était hier, qu'il y ait une usine de batteries pour voitures qui s'installe en France. Elle y a vu un triomphe européen. Non, non, pas du tout. C'est une entreprise, c'est une co-entreprise franco-chinoise, donc la Chine n'appartient pas à l'Union européenne, et il s'agit de batteries pour des voitures électriques. Donc en fait, la Chine est un acteur majeur du point de vue de tout ce qui concerne l'automobile, l'énergie, l'industrie de façon générale. Et là, on se trouve d'une façon assez irresponsable, en fait, pris par la Commission européenne, qui veut une chose et son contraire. On a au même moment l'Union européenne qui montre les muscles sur l'affaire de Taïwan. On ne peut pas fixer une stratégie de développement à 5 ans, 10 ans en matière industrielle, en matière énergétique, et ne pas tenir compte de la géopolitique actuelle. C'est bien le problème que l'on a avec la Russie, puisque malheureusement, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais comme vous le savez, malheureusement, Cassandre avait raison dans la tragédie grecque. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais la politique imposée par l'Union européenne vis-à-vis de la Russie en matière d'hydrocarbures est purement et simplement délirante. Vous avez vu que la Russie a coupé le gaz en France. Alors évidemment, il fait très chaud, donc pour l'instant, on a des stocks, ça peut aller. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'hiver? Ce qui se passe en ce moment, en tout cas, c'est que sur le pétrole, la France, comme les pays européens, achètent de plus en plus de pétrole venu d'Inde, qui est en fait du brut que la Russie vend à l'Inde et que l'Inde raffine pour nous l'envoyer à nous. Donc on achète en fait du pétrole russe. Et c'est vraiment comme Tartuffe, vous savez, cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est cacher l'origine russe de ce pétrole que je ne saurais voir. Mais on l'achète via l'Inde, ce qui renchérit les coûts d'une façon considérable, sans d'ailleurs faire si peu que ce soit mal à la Russie, puisque je rappelle, vous l'avez sans doute vu, que l'Inde est devenue quasiment, la Russie est devenue pour l'Inde le premier ou deuxième fournisseur de pétrole, que les importations de pétrole russes en Chine ont grimpé de 500%. Enfin, voilà, la Russie trouve d'autres débouchés. Nous, on s'est fermé les importations russes. Ça nous coûte les yeux de la tête parce qu'il faut payer les intermédiaires et on n'est même pas sûr d'avoir le pétrole nécessaire. Ce qui, d'ailleurs, risque de poser des problèmes à la relance économique. Et c'est un euphémisme quand je dis ça. Très vraisemblablement, la croissance qui était déjà faiblarde enfin moins importante que prévu compte tenu du plongeon de 2020, on n'est toujours pas vraiment revenu, on est à peine revenu au niveau de 2019. La croissance n'est pas au rendez-vous et les problèmes énergétiques plombent l'économie allemande, qui est quand même la locomotive de l'économie européenne. Voilà, donc les perspectives sont mauvaises et comme vous le disiez, de toute façon, la France est pieds et poings liés par toutes ces décisions, notamment des GOP, Programme national de réforme,
des décisions, des sanctions contre la Russie. Et c'est d'ailleurs un dernier point que je dirais sur ce rapport des Gopé qui est sorti il y a quelques semaines, c'est que non seulement il est explicitement question des retraites, explicitement question d'énergie, mais il était explicitement aussi question des sanctions contre la Russie. Et je crois que c'est vraiment une des toutes premières fois où l'on a ça. C'est très important que les personnes qui m'écoutent comprennent quelque chose. C'est que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le fondement théorique et juridique de ces orientations venues de Bruxelles en matière économique, c'est de sauver l'euro. C'est-à-dire de sauver une monnaie commune aux 19 pays de la zone euro. Bon. Mais cette monnaie, et ça c'est c'est fondamental à comprendre, c'est qu'une monnaie, ça n'est pas neutre politiquement ni géopolitiquement. Et beaucoup de gens, moi ça fait 15 ans que j'explique qu'il faudrait sortir de l'euro, il y a des gens qui disent c'est parce que je suis nostalgique. Non, je ne suis pas nostalgique. Je suis pas nostalgique du franc. Je dis simplement que ce que les Français, ce que le grand public ne comprend pas, parce que ça n'est pas intuitif, parce que ça n'est pas évident à comprendre, c'est qu'appartenir à une même monnaie, c'est obligatoirement avoir une solidarité entre les pays qui utilisent cette monnaie, accepter éventuellement de caler sa politique économique et sociale sur le leader, c'est ce que la France est obligée de faire vis-à-vis de l'Allemagne, mais c'est également se voir imposer des contraintes en matière de géopolitique qui peuvent, comme c'est actuellement le cas, nous entraîner à un choc frontal vers la Russie, qui n'est quand même que, si je peux me permettre, que la première puissance nucléaire mondiale et qui, normalement, devrait au contraire être un de nos alliés stratégiques dans le monde d'aujourd'hui. Alors justement, ces Gopé, quelles seront les conséquences de ces grandes orientations sur les ménages en France ? Je crains que les principales conséquences, ce soit, on les voit d'ailleurs déjà, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Vous savez que le gouvernement s'est glorifié de donner 18 centimes par litre ou 15 centimes, je ne sais plus quoi. Mais en pratique, si vous allez à la station-service, vous verrez à la pompe à essence que le litre de gazole est à 2,20 €. Enfin, ça varie selon les stations-service. Donc ça, c'est du jamais vu. Donc il y a une véritable ponction sur les ménages en matière énergétique. Je rappelle quand même que c'est comme ça qu'avait commencé quasiment la crise des Gilets jaunes. Et que nous sommes dans une situation de jacquerie latente. Donc il faut comprendre que depuis 30 ou 40 ans, le mode de vie des Français a beaucoup évolué. Compte tenu du renchérissement du prix de l'immobilier dans les centres-villes, beaucoup de Français, de familles avec des parents qui ont 35 ans, voilà, et qui ont des salaires dans la moyenne nationale, sont obligés, ne peuvent pas vivre en centre-ville, sont obligés d'aller s'installer dans des banlieues, pas seulement la banlieue parisienne, mais la banlieue lyonnaise, de Toulouse, etc. Et donc ont des frais d'essence. Voilà. Et donc ces frais grèvent le budget des ménages. Alors ça, c'est quand il faut aller au travail, il faut aller au travail. Donc là, c'est quand même une dépense quasiment obligatoire. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut donc dire une baisse des recettes disponibles pour d'autres dépenses, qui va donc se répercuter sur des achats dans d'autres branches de l'économie. À ceci s'ajoute le phénomène inflationniste qui provient en fait, qui est l'écho des politiques extrêmement accommodantes prises par les États-Unis d'Amérique dans un premier temps, puis par la Banque centrale européenne avec tout ce qu'on a appelé l'assouplissement quantitatif, etc. Créer de la monnaie, racheter, comme l'a fait la BCE, les obligations du Trésor italien ou du Trésor français, fût-ce sur le marché secondaire, ça amène quand même à de la création monétaire. Et donc tout ceci se paye par une augmentation de l'inflation actuellement, qui est tout à fait significative, qui arrive au pire moment, puisque c'est au même moment que par ailleurs, le prix de l'énergie augmente considérablement, notamment du fait de ces sanctions vis-à-vis de la Russie, dont je ne saurais trop souligner l'imbécilité extraordinaire. C'est complètement imbécile. Le grand gagnant de cette affaire, c'est la Russie. Et j'ajoute au passage, d'ailleurs, parce que les Français ne le savent pas tellement, du moins ceux qui regardent TF1 ou BFM, c'est que au moment même où l'Europe coupe les ponts et cesse toute importation d'hydrocarbures venant de Russie, les États-Unis augmentent les leurs. Ils ont acheté du pétrole américain largement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'Ukraine prélève des droits de passage, des droits de trafic sur le gaz qui transite par son territoire pour aller dans l'Union européenne, le gaz russe,
et c'est pas rien, ce sont des milliards qui vont dans la caisse de l'Ukraine, du moins tant que pour l'instant, c'est pas encore les robinets ne sont pas totalement fermés. Donc il n'y a aucune réflexion géostratégique là-dessus. Pour terminer sur votre affaire, l'inflation augmente, il y a aussi l'inflation des produits alimentaires. Alors il y a ce débat sur est-ce que l'on va vers une disette, vers une famine. Je crois qu'il faut, c'est un débat sur ce qui se passe en Ukraine notamment. Alors moi j'écoute les uns et les autres. Et je pense que c'est un débat qui a quand même été un peu artificiellement gonflé, ne serait-ce que parce que l'Ukraine peut exporter normalement son blé ou son tournesol par l'intermédiaire de la Roumanie, de la Pologne, ou voire de la Biélorussie et ensuite les ports des pays baltes. Encore faudrait-il que la Biélorussie ne fasse pas l'objet aussi de sanctions de la part de l'Union européenne. Pour ce qui concerne les livraisons par la mer Noire, si j'ai bien compris, Poutine a dit qu'il était tout à fait favorable, mais que les ports avaient été minés par l'armée ukrainienne. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais en attendant, ce qui est vrai, c'est qu'il risque d'y avoir des tensions sur le marché des céréales. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que le marché des céréales est quand même... L'Ukraine ne représente pas un producteur absolument décisif sur le marché des céréales. Je crois que c'est 2, 3 ou 4%, me semble-t-il, du marché mondial. Mais c'est vrai que ça peut manquer. N'oublions pas non plus que la Russie est en passe de devenir l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales. C'est aussi une conséquence débile des sanctions qui avaient été prises à l'époque au moment de l'affaire de Crimée. Là aussi, on l'avait sanctionné. Résultat, Poutine a développé le secteur céréalier en Russie au point de devenir maintenant l'un des premiers producteurs de céréales. Pour les ménages français, il y a malheureusement beaucoup de craintes à avoir. Et sans compter, mais on va en parler peut-être maintenant, je ne sais pas, de l'affaire de l'euro et de l'augmentation des taux d'intérêt qui va encore plus plomber la croissance et le revenu des ménages. Oui, on va en parler dans un instant. J'ai quand même une petite question par rapport à la Russie. La France n'est pas la seule à souffrir de ces sanctions. Il y a également l'Allemagne qui, selon certains économistes, serait au bord de la récession. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je crois que c'est vrai. Je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'une partie de l'importante de... L'Allemagne, elle a une partie de son industrie qui compte beaucoup sur l'énergie venant de Russie. C'est pas pour rien qu'il devait y avoir Nord Stream 2. Il y a aussi, l'Allemagne a une industrie très exportatrice, notamment les fameuses belles berlines allemandes, Mercedes, BMW, qui représentent des sommes tout à fait considérables dans le commerce extérieur allemand. Parmi les grands marchés à l'exportation, il y avait notamment la Russie, la Chine, etc. Donc, elle risque de perdre aussi des marchés de ce point de vue-là. Et puis, surtout, elle va renchérir le coût de son énergie. Parce que c'est très gentil de parler du GNL américain. D'abord, c'est une production de gaz naturel à base de schiste, donc c'est extrêmement polluant. Il me semblait que la priorité des priorités, c'était la défense de l'environnement et notamment empêcher les gaz à effet de serre. Donc on change de priorité constamment. Ça prouve on est comme une espèce de canard sans tête. On ne sait plus où donner de la tête. Enfin bon, alors on achète maintenant du GNL aux États-Unis, mais ce GNL arrive en Europe beaucoup plus cher que le gaz russe. En plus de ça, il arrive dans des installations qui ne sont pas faites pour ça, parce que seuls des béotiens ou le grand public ne sait pas que pour traiter du gaz, par exemple, quand il arrive, vous avez différents types de gaz, leur composition, plus ou moins de soufre, plus ou moins de ci, plus ou moins de ça, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste moi-même, mais ce que je sais en revanche, c'est que vous avez des installations qui étaient adaptées pour le gaz russe, qui est un flux constant et fidèle de gaz. On le coupe pour des raisons politiques. Si on achète le gaz américain, il faut changer complètement les installations, les formations. Ce sont des milliards. Monsieur Orban, le Premier ministre hongrois, a tendu la sébille à la Commission européenne en disant « Bon, vous me forcez à ne plus acheter du gaz russe, ça coûte 7 milliards d'euros à la Hongrie, ben c'est vous qui allez payer. » Et la Commission européenne a dit banco. Et quand on dit 7 milliards d'euros payés par l'Europe, vous savez que ce n'est pas l'Europe qui paye, ce sont les pays contributeurs nets. Je rappelle que la France est le deuxième pays contributeur net. C'est-à-dire qu'on est ponctionné des sommes d'argent absolument phénoménales pour des choses délirantes. Par exemple, on va contribuer au changement de l'appareil des raffineries qui traitent le gaz venant de Russie installé en Hongrie pour des motifs politiques, pour forcer la Hongrie à acheter du gaz produit aux États-Unis, alors qu'au même moment, on affiche la priorité
de la lutte en faveur du climat et de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre comme étant la priorité des priorités. Même chose d'ailleurs, on l'a vu puisque vous parliez de l'Allemagne, vous avez vu que l'Allemagne, confrontée à la pénurie d'énergie, est contrainte de remettre en marche des centrales à charbon. L'Autriche également. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus polluant que les centrales à charbon? Et le plus extraordinaire, c'est que dans le gouvernement allemand actuel, qui est une coalition avec les socialistes, les FDP, le Parti libéral et les Verts, eh bien les Verts, normalement je croyais que les Verts, leur priorité c'était la lutte contre le dérèglement climatique. Ben non, ils ont été d'accord d'être dans un gouvernement qui relance les centrales à charbon hyper polluantes. Pourquoi ? Pour pouvoir mener des sanctions contre la Russie. C'est-à-dire que les Verts allemands font prévaloir des sujets géostratégiques de guerre contre la Russie par rapport à ce qu'ils disaient. Il faut quand même par moments aussi se pincer. J'invite les personnes qui m'écoutent à le regarder en face. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour permettre aux forces américaines de s'installer en Ukraine à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe. C'est là le problème. Est-ce que vraiment c'est l'enjeu ? Est-ce que c'est le rôle de la France, le rôle de l'Allemagne, que de se couper les veines, que d'entraîner leur population dans une situation de pénurie, de pauvreté, d'appauvrissement général et de risque de guerre? Tout ça pour ça. On voit aujourd'hui même, il va y avoir très prochainement un sommet de l'OTAN à Madrid. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, est venu voir Emmanuel Macron, il l'a rencontré, je crois, hier ou aujourd'hui, et il a fait des pressions pour que la France accélère l'envoi d'armement en Ukraine. Et on va jusqu'où, là ? On veut vraiment que la France entre en guerre avec la Russie ? Et alors, que prévoit la BCE pour contrer cette poussée inflationniste Alors, la BCE la Banque Centrale Européenne se trouve dans une situation impossible. Comme Macron. Enfin, c'est incroyable. On a l'impression que tout est en train de se prendre en mayonnaise partout, dans les scènes politiques nationales, sur la scène européenne, sur la scène énergétique, sur la scène financière. La Banque Centrale Européenne, elle est confrontée à deux contraintes. Elle a une contrainte explicite qui figure dans les traités européens. Elle doit limiter le taux d'inflation à 2% maximum en zone euro. Bon, c'est ce qu'elle avait réussi à faire pendant un certain nombre d'années, mais maintenant on en est très très loin. On en est très très loin puisqu'il y a des pays, et même en Allemagne a des taux d'inflation qu'on ne connaissait pas depuis 1973, lorsqu'ont été créés, je crois, les taux d'inflation mensuels, 1963, pardon. On a des taux d'inflation maintenant qui à 8, à 10, 12% par an. On a l'impression de retrouver les années d'après la guerre du Kippour en 1973. Et en France, on a vu des taux d'inflation de cette nature. Le gouvernement se flatte qu'en France, le taux d'inflation reste inférieur, mais il est quand même de 5 à 6 ou 7%. Je pense que le gouvernement français se flatte bien à tort, parce que c'est avéré dans l'histoire économique et financière du monde qu'à chaque grande crise internationale, la France a toujours du retard à l'allumage. La France, elle est toujours, par exemple, la grande crise de 1929 qui a éclaté aux États-Unis, qui s'est répandue dans le monde dans les années 30, a commencé à toucher la France qu'en 31-32. Voilà, la France, c'est toujours comme ça. Et bien là, de la même façon, nous, on suit le mouvement de l'inflation avec un peu de retard par rapport, si on peut dire, par rapport à la Belgique et à l'Allemagne. Donc, la BCE doit intervenir. Et pour intervenir, il faut donc qu'elle ait une politique monétaire beaucoup moins accommodante. Ça veut donc dire qu'elle doit relever les taux d'intérêt, premièrement. Deuxièmement, arrêter l'achat, dont je parlais tout à l'heure, les assouplissements quantitatifs, pour faire prévaloir plus de rigueur financière. C'est d'ailleurs ce que demande expressément le gouvernement allemand par la bouche du ministre des Finances allemand, qui était l'ancien président du FDP, du Parti libéral-démocrate, M. Lindner, qui est considéré comme un faucon au sens financier, vous savez, c'est-à-dire quelqu'un qui veut serrer les boulons. Bon. Donc ça, c'est l'objectif explicite qui est fixé à la Banque Centrale Européenne, c'est celui-ci. Mais, il y a un mais, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle a un objectif qui n'est écrit nulle part, mais qui est implicite, qui est tacite. C'est que la Banque Centrale Européenne doit sauver l'euro. Elle doit tout faire pour maintenir en vie cette monnaie plurinationale dont j'ai montré dans des conférences que j'ai faites sur UPR TV,
que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours fini par exploser. Pour les raisons que j'évoquais tout précédemment d'ailleurs, c'est que l'histoire des hommes a montré que pour avoir une monnaie plurinationale, une monnaie stable, fiable, il faut que tous les gens qui l'utilisent aient un sentiment d'appartenance à une même collectivité. Parce qu'il y a la théorie des chocs asymétriques de Mundell, du prix Nobel d'économie canadien, et qui avait montré, là c'était la théorie des zones monétaires optimales et des chocs asymétriques. Je ne vais pas entrer dans le détail ici. Donc, la Banque centrale européenne doit veiller à la survie de l'euro. Or, ce qui se passe depuis maintenant un certain nombre de semaines, et ça s'accélère depuis depuis 15 jours, c'est une augmentation des taux d'intérêt sur l'ensemble des pays de la zone euro, corrélativement d'ailleurs à l'inflation. Les marchés financiers demandent de plus en plus de taux d'intérêt, mais ce que demandent les marchés financiers pour pouvoir, par exemple, acheter de l'obligation du Trésor français, de l'OAT à 10 ans français, l'obligation du Trésor italien, ou bien le Bund allemand à 10 ans, les taux d'intérêt demandés par les marchés financiers, par les acheteurs, ne sont pas les mêmes. Actuellement, enfin ces jours-ci, on était aux alentours de 1,6% sur le Bund allemand à 10 ans, et on était à 2,3, 2,4 sur l'OAT française à 10 ans, c'est-à-dire 60 points de base de plus pour la France que pour l'Allemagne. Et sur l'Italie, on était entre 3,8 et 4. On a dépassé 4% il y a quelques jours sur l'obligation au Trésor italien. Ça veut donc dire qu'il y a une divergence des taux d'intérêt. Or, cette divergence des taux d'intérêt, eh bien, c'est la fragmentation de la zone euro qui arrive. Je me permets d'ailleurs d'insister en termes de théorie financière. Cette divergence des taux d'intérêt, elle est due à quoi, si on y réfléchit bien ? Elle est due au fait que les investisseurs pensent que peut-être, parce que normalement on a la même monnaie, donc a priori il n'y a pas de problème monétaire. Donc les taux d'intérêt normalement devraient tenir compte il y a le risque de liquidité. Quand vous prêtez de l'argent, vous ne l'avez plus, donc ça se paye, mais ça c'est quasiment le même risque de liquidité pour tous les pays. Vous avez par ailleurs le risque de crédit. Est-ce que les gens à qui vous allez prêter de l'argent vont vous rembourser ? Donc peut-être certains investisseurs estiment que prêter de l'argent à la Banque centrale d'Italie, c'est plus risqué que de le prêter à la Banque centrale d'Allemagne, à la Bundesbank. Oui, sans doute. Enfin bon, on n'en est quand même pas encore à imaginer que la Banque centrale d'Italie fasse purement et simplement faillite. Ça arrivera peut-être un jour. Enfin quand même, c'est pas... Et puis il y a le troisième risque, et c'est ça qui est fondamental, qui est caché. C'est ce qu'on appelle le risque de change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Mario Draghi l'avait dit il y a quelques années, ça avait fait un scandale, ça avait été vite étouffé quand il avait parlé de ce risque de change. Le risque de change, c'est quoi ? C'est que quand vous achetez une obligation à 10 ans, que ce soit le Bund allemand ou que ce soit l'Italie, la question que se posent les investisseurs, c'est dans quelle monnaie je vais être remboursé. Donc si tout le monde pensait qu'ils allaient être remboursés dans l'euro, il n'y aurait pas de risque de change. Mais le fait est que beaucoup de gens pensent que l'euro peut exploser. Et si l'euro explose, dans 10 ans, ceux qui ont prêté de l'argent à la Bundesbank, ont acheté des obligations du Bund allemand à 10 ans, seront remboursés dans le Deutschmark nouveau, dont toutes les études macroéconomiques montrent que par rapport au cours pivot de l'euro, il aurait augmenté sans doute de l'ordre de 20-25%. En revanche, l'Italie, si on est remboursé en lire italienne, ça aura perdu beaucoup d'argent. Peut-être moins 20, moins 30%. Et le franc également sera à moins 10. Donc les investisseurs, quand ils investissent, ils intègrent dans leur calcul macroéconomique, il y a une partie de théorie des jeux, ils intègrent là-dedans l'hypothèse, qui n'est pas une certitude, mais l'hypothèse que peut-être dans 10 ans, l'euro n'existera plus. En d'autres termes, cette divergence, et ça c'est suivi vraiment par les experts, la divergence de taux d'intérêt à 10 ans entre le Bund allemand et l'obligation italienne, c'est devenu un des critères fondamentaux de l'ensemble de la planète financière, de tous les marchés à Hong Kong, à New York, à Sydney, à Shanghai, etc., à Tokyo, à São Paulo. Tout le monde regarde cette divergence parce que lorsque le spread, le fameux spread, comme dont a parlé d'ailleurs Madame Lagarde hier ou avant-hier, elle a dit son rôle central, c'est d'empêcher l'augmentation des spreads entre les monnaies, notamment entre l'Allemagne et l'Italie. Or, ce spread a énormément augmenté, comme il avait énormément augmenté lors de la dernière crise de l'euro.
Donc, ça veut dire, ça c'est un signal rouge qui s'est allumé. Force est de constater, vous le voyez comme moi, qu'aucun responsable politique en France, ni à la présidentielle, ni pour les législatives, ni même maintenant, ne parle aux Français de cette épée de Damoclès de l'explosion de l'euro. Ça, c'est incroyable. De la même façon que personne ne parle de l'épée de Damoclès sur la guerre avec la Russie. Enfin, on en parle de façon... Mais il n'y a pas de débat. C'est comme s'il était évident qu'il fallait qu'on soutienne M. Zelensky, qui par ailleurs était à la tête d'un État corrompu jusqu'à l'os, etc. Donc s'agissant de la BCE, elle est donc elle est comme l'âne de Buridan. Hein, vous savez, cet âne qui est mort de faim et de soif parce qu'il avait un bol d'avoine et un seau d'eau. Il ne savait pas par quoi commencer. La BCE ne sait pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit privilégier entre la lutte contre l'inflation et l'empêcher que les spreads augmentent. Or, lutter contre l'inflation, c'est-à-dire notamment arrêter de faire du rachat d'assouplissement quantitatif, eh bien, ça amène obligatoirement, mécaniquement quasiment, l'augmentation des spreads. Donc, on a vu que Mme Lagarde, qui n'est pas experte, puisqu'il y a 2 ans, elle avait fait ce scandale dans la planète financière en disant qu'elle n'était pas là pour s'occuper des spreads. Elle n'avait rien compris au propre métier qui lui avait été confié. Et ça, c'est un vrai problème. Dans le monde occidental, on confie des responsabilités énormes à des gens totalement incompétents. Bon, depuis 2 ans, Mme Lagarde a quand même dû comprendre un peu ce qu'elle faisait. Et donc là, elle a dit il y a 2 jours que le cœur de son métier, c'était de lutter contre les spreads. Alors c'est ça, vous avez vu la dernière déclaration de la BCE, à la fois montrant qu'on allait augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, à la fois aussi annonçant un mystérieux instrument anti-refragmentation. Vous avez entendu, c'est incroyable, un instrument anti-fragmentation, c'est-à-dire pour lutter contre l'augmentation des spreads. Alors les gens, j'ai bien compris, les journalistes du monde économique et financier qui ont assisté à la conférence de presse de Madame Lagarde ont voulu en savoir un petit peu davantage sur ce que c'était ce mystérieux instrument anti-fragmentation qui viserait donc à empêcher qu'il y ait une augmentation du décalage de taux d'intérêt entre les taux italiens et les taux allemands. Elle a renvoyé à plus tard et à ses collaborateurs. En fait, il n'y a pas de mystère derrière. La seule chose, c'est simplement que nolens volens, ils vont quand même continuer, à mon avis, à racheter beaucoup d'obligations du Trésor italien ou du Trésor français, malgré l'objectif affiché. Ce qui va poser un problème interne aux pays de la zone euro, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement allemand est bec et pas seulement lui, il y a également les Néerlandais, et puis également les Finlandais et les Luxembourgeois, mais surtout le gouvernement allemand est bec et ongle et vent debout contre la poursuite de ces achats de cet assouplissement quantitatif. Voilà. En fait, la BCE est très très embêtée, comme Macron est très très embêté sur la scène politique intérieure. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas où l'euro exploserait, comme vous le dites ? D'abord, je pense que tout va être fait pour empêcher ça. Et donc, mais ça va être une lutte très très homérique, comme on a eu au moment de l'affaire grecque. C'est-à-dire que vous allez avoir le camp des pays comme l'Allemagne qui ne veut plus porter le fardeau des pays du sud de la zone euro. Et puis vous avez les pays du sud de la zone euro qui, eux, veulent continuer à rester, qui vont agiter les idéaux européens. On est dans une idéologie. On est face à une idéologie. L'explosion de l'euro, ce serait l'aveu, en fait, que ça ne marche pas. Hein, ça serait un peu comparable, de point de vue métaphorique, à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, qui a montré que l'Union soviétique marchait plus du tout, que ça partait en quenouille, c'était le début de la fin. Donc, à mon avis, tout va être fait pour sauver encore le soldat euro, au prix de choses très graves, notamment l'augmentation des taux d'intérêt qui va contribuer à pénaliser la croissance, donc pénaliser également le niveau de vie des Européens. Si l'euro explosait, normalement, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. Et ce que je dis là n'est pas un jeu de mots, c'est très très important. Une monnaie unique, ce serait une monnaie qui serait assise sur une seule banque centrale, la Banque centrale européenne par exemple.
Ça voudrait dire que toutes les créances en euros seraient des créances en fait sur la Banque centrale européenne. Ça signifierait que toutes les banques centrales nationales des pays de la zone euro eussent disparu. Or, les Allemands n'ont jamais voulu ça. Depuis le début, les Allemands ont dit qu'ils voulaient garder leur banque centrale nationale. De telle sorte que dans la zone euro aujourd'hui, il y a 19 pays dans la zone euro, bientôt 20, je crois que la Croatie va rentrer, mais sur ces 19 pays, vous avez 19 banques centrales nationales. Et donc, quand vous avez une créance en France en euros sur votre compte bancaire, en fait, c'est une créance sur la Banque de France et non pas sur la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, le bilan de la BCE ne représente que 7 à 8% du bilan de l'ensemble des banques centrales des 19 pays de la zone euro. Alors, je vous dis tout ça parce que si les Allemands ont voulu ça, c'est pour justement ne pas être solidaires des dettes des pays du Sud. On a beaucoup parlé d'un moment hamiltonien, que ça l'est. Les Allemands étaient d'accord pour la mutualisation des dettes. C'est pas vrai du tout, j'ai eu l'occasion de le dire. Ils ont été d'accord pour que la Commission européenne s'endette au nom de Commission européenne voilà, qu'elle s'endette, ce qui auparavant n'était pas vraiment le cas. Ça avait été fait une fois ou deux pour des montants minimes. Là, la Commission européenne s'est endettée beaucoup. Et donc, on a dit, voilà, c'est une mutualisation des dettes. Mais non, parce qu'en fait, les remboursements de la Commission européenne à ses créanciers se feront au prorata des parties, comment dirais-je, de la part du budget européen pour chaque pays. Donc, ça ne veut pas dire, si vous voulez, si par exemple, l'Italie ne payait pas ses dettes, la Commission européenne ne pourrait pas forcer l'Allemagne à payer les dettes de l'Italie. Ça aurait été le cas s'il y avait eu une monnaie unique, c'est-à-dire que s'il y avait eu une seule banque centrale européenne, il y eut eu à ce moment-là une totale fongibilité des créances et des dettes, et donc les Allemands seraient devenus responsables des dettes prises par la Grèce, l'Italie. Or, les Allemands n'ont jamais voulu, les Néerlandais non plus, les pays de l'Est, les pays du Nord non plus. Bon, donc ça veut dire que les Allemands ont imposé ce système des banques centrales nationales, avec donc un système de monnaie nationale qui continue d'exister, puisque ce sont les créances sur les banques centrales nationales respectives. Le truc, c'est qu'on a appelé toutes ces monnaies, qu'elles s'appellent le franc, l'euro, le franc, le mark, la lire, la drachme, la peseta, maintenant elles s'appellent tous l'euro. Et ils ont un taux de change de 1 pour 1 entre ces monnaies. Mais si l'euro explose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la libre circulation des monnaies au taux de 1 pour 1, ce taux de change de 1 pour 1 n'existera plus. Voilà, ça veut dire que, du point de vue technique, c'est assez facile, contrairement à ce que les gens imaginent. C'est beaucoup plus facile de diviser une monnaie que de fusionner des monnaies. D'ailleurs, c'est un principe général dans l'univers. Il est beaucoup plus facile de diviser des États que de les fusionner. On le voit avec la construction européenne. En revanche, des États qui se morcellent, ça, on voit ça partout. C'est comme la bomba et la bombage. Donc, fusionner une monnaie, ça n'a pas été le cas. En revanche, c'est très difficile. On y a mis 10 ans. Et ça n'est pas une fusion, c'est simplement une collection de monnaies homonymes. Mais défusionner, ça sera relativement facile, puisqu'on a tous les outils. Il y a les banques centrales nationales qui sont là, les professionnels qui sont là, etc. Ce qui se passerait normalement, c'est un arrêt de la libre circulation des mouvements de capitaux, parce qu'il y aura évidemment des jeux spéculatifs importants, et puis la création en l'espace de 48 heures, ça peut même être immédiat pour la monnaie électronique. Pour la monnaie fiduciaire, il faudra peut-être faire des systèmes de coups de tampon sur les billets de banque, comme ça avait été le cas lors de l'explosion du shilling de l'Empire des Habsbourg en 1918. Donc on a déjà eu des expériences comme ça. Je vous ferai remarquer, de toute façon, il y a de moins en moins de monnaie sous forme de billets. De plus en plus, les transactions faites au quotidien se font maintenant par une carte bancaire. Donc là, il pourrait y avoir pendant quelques jours un petit problème au niveau des billets de banque. Et puis chacun recréera sa monnaie, ou plus exactement renommera sa monnaie avec son vrai nom, et il n'y aura plus le peg de 1 pour 1. Et donc qu'est-ce qui se passera? Il se passera que selon les études qui ont été faites, chaque monnaie retrouvera le cours naturel qu'elle devrait avoir si on ne l'avait pas mis dans ce corset qu'a été la monnaie commune. Donc ça veut dire qu'on sait actuellement que le Deutschmark pourrait grimper de 25 à 30 ou 35% par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar.
La France baissait de 10 à 15%, je le disais tout à l'heure. L'Italie de peut-être moins 30%, la drachme grecque de moins 50 à moins 60%. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on verra réapparaître la fin des excédents commerciaux et des excédents surtout de la balance des paiements au profit de l'Allemagne, des Pays-Bas. Je n'ai pas parlé ici, j'en ai parlé dans d'autres cénacles. Il y a peut-être des experts qui m'écoutent, mais il faut suivre les courbes de Target 2, qui est justement ce solde des échanges interbancaires entre les pays de la zone euro. Et on voit bien que la situation de nouveau s'est tendue et que l'Allemagne a des créances sur les banques centrales des pays du Sud qui sont tout à fait considérables et qui donnent des sueurs froides aux Allemands. Parce qu'avoir des créances, c'est formidable, si tant est qu'on est sûr que les créanciers sont solvables. À la Banque centrale d'Italie, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on peut encore espérer qu'elle est solvable. La Banque centrale de Grèce, ça n'étonnerait personne si du jour au lendemain, elle disait qu'elle était insolvable. Donc les Allemands c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très inquiets et qu'ils veulent faire réintroduire de la rationalité économique dans toute cette affaire. Écoutez, merci beaucoup François pour toutes ces réponses. C'est toujours un plaisir de parler de ces sujets qui sont très intéressants et finalement très peu abordés dans les médias traditionnels. Donc on est vraiment ravis de vous compter parmi nos auteurs. Merci à vous de m'inviter. Heureusement, il y a sur la scène médiatique française quelques médias d'Internet qui font un travail que devraient faire les grands médias. Je me félicite que vous fassiez partie de cela. C'est un plaisir de vous parler et de parler à vos auditeurs. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Si le sujet de cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la Lettre des Affranchis, où vous pourrez découvrir chaque mois les analyses géopolitiques et économiques de François Asselineau. Le lien pour vous abonner est situé dans la description de cette vidéo. Sachez que si vous décidez de nous rejoindre aujourd'hui, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 18 € sur votre abonnement, valable uniquement sur le lien en description. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.